6h12, le 21 décembre 1944. L'air au-dessus de Malmedy, en Belgique, claquait comme du verre brisé. Chaque souffle se condensait en brume, persistant dans la faible lumière bleue d'avant l'aube. La neige recouvrait les décombres des bâtiments, les briques éparpillées, les vitres des usines brisées, les poutres de fer déformées par les tirs d'artillerie. La guerre avait transformé tout ce qui était reconnaissable en un silence pesant. À l'intérieur de la carcasse creuse d'une usine de traitement du charbon abandonnée, un soldat américain de 19 ans, Francis Sherman Curry, était accroupi près d'une entrée détruite. De ses mains gelées, il tenait un bazooka à un coup, emprunté, non testé et potentiellement défectueux. En travers de son dos, une mitrailleuse de calibre 30 claquait contre son équipement à chaque mouvement. Sa position était complètement exposée, à peine à 30 mètres d'un pont étroit que les Allemands étaient censés traverser. Il n'y avait ni sac de sable, ni couverture, ni renfort, juste des fragments de pierre et une stratégie élaborée à la hâte. Curry n'était pas un héros à cet instant. Il était terrifié, il avait froid et il se sentait seul. Francis Curry, 19 ans, se retrouva dans une situation précaire, les autres équipes anti-chars américaines ayant été éliminées ou contraintes de battre en retraite. Les chars Panzer allemands, redoutables monstres d'acier, avançaient vers lui. Et, s'ils traversaient le pont, ils isoleraient les blessés derrière lui et perceraient les défenses américaines. Bien qu'ayant la possibilité de fuir, Curry choisit de rester. Il positionna son bazooka à un angle que n'importe quel officier considérerait comme suicidaire, trop près pour la sécurité, trop étroit pour s'échapper et trop exposé pour survivre. Sans attendre les ordres ni espérer survivre, Curry tint courageusement position pendant 3 heures. Né le 29 juin 1925 dans la paisible ville de Loch Sheldrake, au nord de l'État de New York, Francis Sherman Curry était un garçon qui disparaissait souvent dans les bois, construisait des cabanes dans les arbres et bricolait sans cesse. Il n'était ni un intellectuel ni un combattant de nature. Élevé par sa mère et sa grand-mère après avoir perdu son père à 12 ans, Curry avait un penchant pour la solitude en pleine nature. À 17 ans, l'armée rejeta son engagement, le jugeant trop jeune. Cependant, il attendit son heure et à 18 ans, il rejoignit l'armée américaine. Il reçut une formation de fusilier. Début 1944, il fut envoyé en Europe avec la 30e division d'infanterie, surnommée Old Hickory. En décembre, Curry avait participé à des batailles en France, aux Pays-Bas et en Allemagne. Il avait perdu des camarades, il avait utilisé son arme dans la peur, la rage et le chagrin. Pourtant, rien n'aurait pu le préparer à la bataille imminente dans les forêts glaciales des Ardennes. La contre-offensive allemande, connue plus tard sous le nom de bataille des Ardennes, fut la dernière offensive désespérée d'Adolf Hitler sur le front occidental. Plus de 200 000 soldats allemands avancèrent à travers la forêt ardennaise, dissimulés par la neige et le brouillard, avec l'intention de diviser les forces alliées et de s'emparer du port d'Anvers. Les forces américaines stationnées là-bas étaient fatiguées, mal équipées et mal préparées à un assaut majeur. La compagnie K du 520e régiment d'infanterie, commandée par Curry, était stationnée près de Malmedy, en Belgique, avec pour mission de maintenir une position et de protéger le réseau routier vital en territoire allié. À leur insu, au-delà des bois se trouvaient de redoutables divisions blindées allemandes et des équipages de chars SS prêts à lancer une offensive à Noël. Le chaos qui s'ensuivit lors des premières attaques fit décimer les canons antichars américains, couper les lignes de communication et déplacer les troupes, contraintes de battre en retraite. Curry, cependant, choisit de ne pas se replier. Il se retrouva avec un petit groupe de compagnons à tenir une fragile ligne défensive autour d'une usine endommagée, près d'un pont crucial. Les Allemands avançaient, la route restait exposée et les renforts n'étaient pas imminents. Alors que la neige continuait de s'accumuler, Francis Curry fit un choix qui allait changer sa vie et celle de ceux qui le suivaient, une contre-offensive immédiate. 6h28, le silence fut brisé par des bruits. Le léger cliquetis métallique des chenilles de char, le crissement sec des bottes sur la glace, suivi d'ordres allemands étouffés et le tremblement de terre qui ne pouvait provenir que d'un convoi de chars. Curry s'approcha du bord de la porte fragmentée, ses craintes se concrétisant en apercevant une ligne de troupes allemandes, infanterie renforcée par des chars, avançant sur le chemin étroit menant au pont. Le véhicule de tête était un Panzer Mark IV, sa tourelle balayant à gauche et à droite, tel un prédateur patient traquant au ralenti. Il n'y avait pas de temps pour la contemplation, seulement pour l'action. Curry jeta un coup d'œil derrière lui et découvrit 5 soldats américains blessés, coincés par un mur effondré au milieu des décombres de l'usine lors de l'attaque d'artillerie précédente. Ils étaient immobilisés, incapables de fuir. Si cette colonne allemande atteignait le pont, elle les anéantirait sans s'arrêter. Il fit demi-tour, se préparant à l'affrontement sur la route. Attaquer une colonne de chars avec un simple bazooka était presque suicidaire, mais une opportunité s'offrait à eux.
leur tendre une embuscade oblique à l'approche du goulot d'étranglement du pont, où le char de tête devrait ralentir, révélant ainsi son blindage latéral vulnérable. Cette position n'offrait aucune protection et l'exposait à la route sans issue, mais c'était la seule offrant un tir dégagé. Curry opta malgré tout pour cette position. Il hissa le lourd bazooka et une seule roquette sur le sol gelé, s'installant derrière une poutre effondrée près de la route. Le temps pressait, peut-être moins de 10 secondes avant que le panzer de tête n'arrive à portée. Son souffle se figea sur le métal du lanceur tandis qu'il ajustait sa mire. Ses gants étaient déchirés, ses doigts engourdis. Il sentit à peine la détente. Le char émergea, il était à moins de 30 mètres. Le bruit était assourdissant. Curry visait la base de la tourelle. Il appuya sur la détente, propulsant la roquette, laissant derrière lui une traînée de fumée et d'étincelles qui s'écrasa sur le flanc du char dans un fracas assourdissant. La tourelle tressauta, puis s'immobilisa. Des flammes jaillirent du blindage latéral du char. Des voix allemandes, perplexes, résonnèrent. Curry n'hésita pas. Il jeta son bazooka et se précipita vers la structure, se faufilant à travers les décombres, tandis que les tirs explosaient derrière lui. Les balles projetaient des fragments de glace et de briques autour de lui. À l'intérieur, il s'empara d'un fusil automatique Browning et tira à travers les vitres brisées de l'usine, décimant l'infanterie allemande qui se précipitait à l'abri. Puis, utilisant une mitrailleuse de calibre 30 fixée sur une Jeep endommagée à l'extérieur, il déclencha un tir de suppression le long de la route, empêchant les troupes allemandes supplémentaires de contourner l'usine. Pourtant, les Allemands se rallièrent rapidement. Un autre char avança, se dirigeant vers l'usine. Curry comprit qu'il n'avait pas le temps de recharger son bazooka. Au lieu de cela, il se faufila par une brèche dans le mur, glissa sur le sol gelé jusqu'au bord de la route et saisit une autre roquette dans le sac de son compagnon tombé au sol. Il l'inséra dans le lanceur, se cacha derrière un tas de débris tout près et attendit. Le char avança, plus lentement et avec plus de prudence, mais inconscient de sa position précise. Le cœur de Curry battait fort dans ses oreilles. Il prit une grande inspiration et la retint avant de tirer à nouveau. Un autre coup au but. Le deuxième char trembla et commença à brûler. Les Allemands s'alarmèrent, faute de renseignements précis sur les forces américaines. Ils pensèrent être attaqués par une force anti-char plus importante, ce qui les obligea à stopper leur colonne. L'infanterie se baissa pour se mettre à couvert. Un troisième char recula sur la route pour éviter d'être la prochaine cible. Pour l'instant, l'avancée avait cessé, mais Curry n'en avait pas fini. Il se glissa dans l'usine où des Américains blessés étaient ensevelis sous les décombres. Malgré le danger, Curry utilisa une poutre métallique pour soulever les briques des tombées. Peu à peu, il mit ses compagnons blessés en sécurité, utilisant des débris et de vieilles portes comme boucliers de fortune. Il leur offrit de l'eau de sa gourde, vérifia leurs battements de cœur et les rassura que les secours étaient en route. Sous les bombardements de mortiers allemands, l'usine trembla. Des morceaux de béton pleuvaient, mais Curry resta avec eux. Puis, au-delà du grondement des moteurs, un bruit glacial résonna, sans équivoque le crissement des chenilles de chars qui se réajustaient. Un quatrième char manœuvrait pour prendre position, visant à encercler l'usine par le nord. Curry observa les alentours. Pas de lance-roquettes, pas de grenades anti-chars, pas de renforts. Il n'avait qu'une seule solution. Dehors, près du pont, reposait un semi-chenillé américain endommagé, abandonné lors des premières escarmouches. Au sommet se trouvait une mitrailleuse Browning de calibre 150. Si elle fonctionnait, elle pouvait percer l'infanterie et endommager même les chars légèrement blindés, mais elle était totalement exposée. Pour atteindre sa destination, Curry devait foncer dans une zone exposée sous le regard ennemi, une manœuvre suicidaire. Pourtant, Curry ne faiblit pas. Il jeta son fusil, jeta un dernier regard aux hommes qu'il avait secourus et murmura « Il est temps d'en finir », puis il plongea dans les flammes. Pendant 3 heures de torture, Francis Curry traversa à toute vitesse un paysage infernal. Le sol gelé se fendait sous ses bottes, les balles sifflaient, transperçant le métal, déchirant les conduits de vapeur et rebondissant sur les débris. Derrière lui, des explosions de mortiers projetaient des jets de terre et de glace vers le ciel, dispersant des éclats qui sifflaient comme des frelons. Il ne s'arrêta pas. Le semi-chenillé américain carbonisé gisait près du pont, un amas de tôle tordue, de peinture brûlée et de verre brisé. Son blindage latéral avait été cabossé par un tir direct, mais la mitrailleuse de calibre 50 sur son toit fonctionnait encore à peine. Curry grimpa sur le châssis endommagé, le métal brûlant ses mains à travers des gants déchirés. Alors que sa tête émergeait de la coque, l'infanterie allemande le repéra. Une douzaine de fusils firent feu. Il plongea, tira sur la culasse du Browning de calibre 50, espérant qu'il ne s'était pas enrayé. Ce ne fut pas le cas. Le canon se mit en marche, assourdissant et féroce, surpassant le vacarme de la guerre. Le canon pulsa de feu tandis qu'il le déplaçait sur la route, fendant l'infanterie allemande qui avançait.
Des soldats tombèrent, des véhicules reculèrent. Un troisième char, tentant de le contourner, s'immobilisa brutalement et dévia de sa route, son équipage s'éjectant sous un feu nourri. Curie n'avait aucune protection. Chaque balle pointée sur lui étirait la structure endommagée du semi-chenillé. Le canon chauffait rapidement, fumant dans la neige, mais il continua de tirer. Tous les 5 coups, une balle traçante, des traînées incandescentes traçant le brouillard, dessinant des lignes sur le champ de bataille. Il n'était plus une cible. Il était au centre de l'attention. Pendant les 20 minutes qui suivirent, Curie contrôla ce canon, le déplaçant à gauche et à droite, obligeant toute la colonne allemande à s'arrêter. Le pont resta intact derrière lui. Les 5 Américains blessés dans l'usine continuèrent de respirer. Aucun char ne traversa, puis le canon surchauffa. De la fumée s'échappa du canon, le mécanisme se grippa. Curie appuya sur le bouton de déverrouillage, sauta hors du semi-chenillé et prit la fuite. Il plongea dans une tranchée gelée, haletant le sang coulant d'une blessure au cou. Une odeur d'huile brûlée lui envahit les narines. Au loin, des officiers allemands donnèrent en désordre. Curie entendit de nouveau des mouvements de chars, un autre char réajustant sa position. Il se regroupait, se repositionnait, se préparait à avancer à nouveau. Ses jambes lui faisaient mal, ses mains s'engourdissaient. Son casque était perdu. Mais il refusa de céder. Pendant les 2 heures qui suivirent, Curie se battit comme un esprit en machine. Il se déplaçait entre les structures effondrées, se cachant dans les sous-sols, utilisant des portes brisées pour se dissimuler. Il récupéra des munitions sur les morts. Il découvrit un fusil M1 Garand et s'en servit pour tirer sur les soldats qui approchaient Itchy par les fenêtres supérieures. Il lança des grenades sur les véhicules de ravitaillement. Il creva les pneus d'une Kubelwagen en manœuvrant pour contourner l'ennemi. 1 heure plus tard, il trouva une autre roquette solitaire dans une Jeep accidentée. Il la ramena à l'usine, l'inséra dans le même bazooka qu'il avait utilisé précédemment et attendit. Un autre char apparut, avançant lentement, sa tourelle scrutant les fenêtres. Curie attendit qu'il se retourne, révélant à nouveau son flanc. Puis il tira. La roquette atteignit sa cible, provoquant de la fumée, des flammes, un craquement métallique. L'équipage sauta en parachute, certains en feu, d'autres rampant. Curie visa son Garand et toucha l'un des officiers en fuite à la jambe, l'envoyant s'écraser dans la neige. À cet instant, les Allemands comprirent de la vérité. Aucune unité ne contrôlait cette usine. Aucun bataillon n'était présent, juste un homme seul. Pourtant, il ne parvenait pas à percer. Son uniforme était désormais déchiré, une manche manquante. Du sang coulait le long de sa jambe gauche suite à une égratignure passée inaperçue. Ses mains étaient d'yeux brûlés, à force de tenir des barils brûlants. Sa voix était rauque à cause des cris qu'il hurlait par-dessus les explosions. Pourtant, il persévéra. L'un des moments les plus étranges se produisit lorsqu'il se cacha derrière un mur et leva les yeux au ciel, découvrant un soldat allemand à peine 5 mètres plus loin, tout aussi fatigué, tout aussi transi, serrant son fusil dans ses mains mais refusant de le viser. Leurs regards se croisèrent 1 seconde, puis 2, puis ils se retirèrent dans des directions opposées. L'espace d'un instant, la guerre cessa sous l'effet de l'épuisement. Vers 9h15, les Allemands lancèrent une offensive finale. 3 chars, positionnés en quinconce, les soldats déployés de chaque côté, assurant un tir de couverture depuis l'arrière, avancèrent. Curie n'avait plus que son Garand et quelques chargeurs. Il rampa jusqu'à une fenêtre du 2e étage et commença à tirer, ciblant les chefs de chars qui s'exposaient en gardant leurs écoutilles ouvertes. Il en toucha un à l'épaule, l'homme roula hors de la tourelle. Le char s'immobilisa. Peu de temps après, l'artillerie américaine bombarde des coups lointains indiquant le retour des renforts. Au moment crucial, Curie tint bon, faisant échouer l'offensive allemande. Les commandants ordonnèrent aux troupes de se regrouper. Un 5e char fit un écart et battit en retraite. L'infanterie se dispersa dans les bois. À 9h30, la route était déserte. Curie retourna à l'usine en boitant, ses mains tremblaient en atteignant l'entrée. À l'intérieur, 5 hommes blessés étaient encore là, à peine conscients, mais vivants. Il était assis à côté d'eux. La neige ruisselait par un trou au plafond. Pour la première fois depuis 3 heures, il n'y eut pas de coup de feu. Ils avaient survécu. Tout cela grâce à un artilleur de 19 ans qui avait décidé ce matin-là de rester, de se battre et de se battre seul. Inverser la tendance, une fois la fumée dissipée, Francis Curie ne se sentait plus un héros. Il avait l'impression d'être au bord de la mort. La douleur le parcourait, dans sa jambe, ses bras, sa mâchoire. Il n'avait pas dormi depuis 36 heures. Il n'avait pas mangé depuis presque une journée. Le froid était plus vif que jamais maintenant que l'adrénaline était retombée, mais la route était toujours calme. Pour la première fois ce matin-là, pas de grondement de char, pas de grondement de bottes sur la pierre, pas d'explosion de mortier. Seul un léger sifflement de neige tombant sur le métal brûlé retentit. Curie fixait le pont, resté intact, vide et indemne, et surtout intact. Derrière lui, 5 Américains blessés qu'il avait protégés étaient de vivants. L'un avait le fémur fracturé, un autre avait perdu une partie de la main, mais tous étaient censés survivre. Et surtout,
La division aussi. Les actions de Curie avaient contrecarré une percée blindée à un goulet d'étranglement crucial près de Malmedy. Les chars allemands avaient reçu l'ordre de s'emparer du pont et de progresser vers l'ouest, coupant les lignes de ravitaillement et encerclant les forces américaines coincées dans le renflement. Sa résistance les avait retenues suffisamment longtemps pour que des renforts arrivent par l'arrière. Les rapports d'après-bataille suggèrent que la colonne allemande qui a attaqué la position de Curie a été obligée de dévier vers le sud, où elle a ensuite été acculée et anéantie par l'artillerie et la puissance aérienne américaine. En 3 heures, Curie a considérablement affaibli l'une des dernières offensives hivernales d'Hitler. À ce moment-là, il n'en avait aucune idée. Il ne pensait qu'à leur survie. Épuisé, il s'est effondré près de ses camarades, incapables de parler. Pendant un bref instant, ils sont restés assis là, se soutenant mutuellement, tremblant de froid, de peur et du fardeau écrasant de survivre. Lorsqu'une patrouille américaine est arrivée sur les lieux, elle a s'y trouvé Curie debout, son fusil au sol, le visage maculé de terre et de sang séché, en train d'administrer de l'eau à l'un des blessés. Le commandant a demandé « Qui était le chef ici ?» Ce à quoi Curie a répondu modestement « Je ne sais pas, j'essayais juste de les maintenir en vie. » Cette humilité allait plus tard façonner son héritage. Au fil du temps, les officiers ont reconstitué la chaîne des événements. Les chars détruits, le lance-roquettes récupéré et le retrait allemand final. Les spectateurs témoignaient des exploits remarquables de Curie. Il détruisait plusieurs véhicules ennemis, secourait des camarades blessés sous les tirs, protégeait seul un pont. Pourtant, Francis Curie lui-même en parlait toujours avec humilité. Pour lui, il s'agissait simplement de répondre aux exigences du moment. Les soldats qu'il sauva purent ensuite se rétablir et retrouver leur famille. Ce court tronçon de route, quelques centaines de mètres de pierres belges gelées, resta sous contrôle allié jusqu'à la fin de la guerre. La résistance de Curie ne se limitait pas à sauver des vies. Elle stoppa l'ennemi dans tous les sens du terme et révéla quelque chose de bien plus vaste. Qu'au milieu des turbulences de la guerre, alors que tout se réduisait à l'instinct, à la détermination et à la résolution, un jeune Américain de 19 ans, armé d'un bazooka emprunté, pouvait contrecarrer l'avancée des Panzers et raisonner d'un héroïsme retentissant. La nouvelle des actions de Curie se répandit rapidement. Au lendemain de la bataille, ses supérieurs rédigèrent des rapports de terrain et recueillèrent les témoignages des soldats survivants qui avaient été témoins des événements. Les débris du champ de bataille témoignaient de leur propre histoire. Plusieurs chars allemands endommagés, des munitions éparpillées, des blindages calcinés et l'exploit extraordinaire de 5 soldats blessés résistant dans un secteur qui s'annonçait envahi. Le commandement saluait sans tarder un acte de bravoure exceptionnel qui brilla au milieu du tumulte des Ardennes. Une citation officielle fut rédigée détaillant les actions de Curie. L'utilisation d'un bazooka pour anéantir au moins un char ennemi, le tir d'un fusil automatique Browning et d'une mitrailleuse de calibre .50 sur des positions exposées sous un feu nourri. Le sauvetage de 5 compagnons blessés et la répression à lui seul d'une offensive blindée ennemie. Près de 6 mois plus tard, le 27 juillet 1945, le président Harry S. Truman décernait la Medal of Honor, la plus haute distinction militaire américaine, à Francis Sherman Curie. La citation de la médaille d'honneur stipule notamment « Le sergent Curie a fait preuve d'un courage et d'une intrépidité exceptionnels face à un grave danger, allant au-delà de ses obligations, s'inscrivant dans les plus nobles traditions militaires et faisant honneur à lui-même, à la 30e division d'infanterie et à l'armée américaine. » À 20 ans, il ne se vantait pas à son retour au pays, mais affichait une attitude humble, celui qui avait simplement fait le nécessaire sans rechercher la reconnaissance. Dans les conversations sur ce jour, il hésitait à glorifier ses actions, déclarant sans détour « J'ai simplement fait ce qu'il fallait faire ». Après la guerre, Curie retourna à New York et travailla plusieurs années au département des anciens combattants à Albany, consacrant sa vie à aider d'autres militaires à se réadapter et à guérir. Il évitait les projecteurs, refusant de nombreuses distinctions et défilés que d'autres auraient pu accepter. Cependant, son histoire resta importante. En 2009, le bureau de poste local de Hurleyville fut baptisé Francis S. Curie Post Office. Par la suite, une statue de bronze fut installée au parc Casanovia, à Buffalo, représentant un tir de bazooka sous le feu ennemi. Cette statue commémore la bravoure de ce jeune homme de 19 ans qui a tenu bon pendant la Seconde Guerre mondiale. Curie demeurait l'un des plus jeunes récipiendaires de la médaille d'honneur de la Seconde Guerre mondiale et l'un des derniers encore en vie au début des années 2000. Il rendit son dernier souffle le 8 octobre 2019, à l'âge de 94 ans. Malgré son éminence, Curie ne se considérait jamais comme une légende. Il se définissait plutôt comme un vétéran qui comprenait le véritable prix de la guerre, non pas en médaille ou en monument, mais au nom de ses camarades disparus. Sa vie incarnait l'humilité et l'héritage. Après la guerre, Francis Curie déclina toute occasion
de se réjouir de son triomphe. Il s'abstint de faire des tournées, de prononcer des discours, d'écrire un livre ou de tirer profit de sa médaille. Il préféra vivre dans l'ombre de la renommée nationale. Au lieu de cela, il se retira dans les paisibles villes de New York, d'abord Hurleyville, puis South Bethlehem, et mena une vie qui échappait aux gros titres, mais créait des liens. Pendant plus de 30 ans, il servit au département des anciens combattants et aidant ses camarades à décrypter les complexités des prestations d'après-guerre, de la réadaptation et de la convalescence. Il ne parlait pas ouvertement de la guerre, non pas parce qu'il la cachait, mais parce qu'il considérait que sa vocation était de servir et non d'être admiré. Ceux qui le connaissaient en se souviennent d'un homme taciturne qui gardait sa médaille d'honneur dans un tiroir au lieu de la porter. Un homme qui refusait l'étiquette de héros. Un homme capable de sourire à un enfant, d'aider un vétéran âgé, de remplir des formalités administratives et d'aborder sans détour la vie, la mort et l'importance de se battre pour quelque chose quand cela comptait vraiment. Son humilité était sa force. À une époque où la célébrité tend à éclipser le service, la vie de Curie rappelle une forme particulière de grandeur, fondée sur l'action discrète plutôt que sur la reconnaissance publique. Sa bravoure n'était pas une étiquette. C'était une action menée au milieu de la boue glacée et sous le feu ennemi, motivée par des motivations étrangères à la gloire. Cela incarne quelque chose de profondément américain. Son récit a été utilisé dans les salles de classe, les institutions militaires et les séminaires de leadership pour illustrer non seulement la bravoure, mais aussi la force morale. Une qualité qui perdure même après la disparition des projecteurs. Pour les élèves, il transcendait le cadre scolaire. Il symbolisait le devoir, le choix d'agir quand les autres ne le font pas. Il y a là une implication plus profonde. Francis Curie n'a pas triomphé au combat grâce à sa force, sa vitesse ou sa puissance de feu. Il a triomphé en étant préparé, en gardant son sang-froid dans les crises et en n'oubliant jamais pour qui il combattait. Non pas pour la gloire, ni pour la vengeance, mais pour les hommes qui se tenaient à ses côtés. Dans un monde en quête de modèles, Curie en offre un ancré dans la réalité. Il démontre que le leadership ne se résume pas toujours à l'autorité. Parfois, on peut avoir l'impression de naviguer à travers les décombres pour sauver quelqu'un, parfois de tenir bon sans garantie de succès, uniquement par vertu. D'autres fois, on peut l'imaginer comme un jeune homme de 19 ans défiant la fuite, alors que s'échapper aurait été facile. Plus tard, racontant cette journée en Belgique, Curie refusa les discours élaborés et les mises en scène. Il déclara simplement « J'ai simplement fait ce qu'il fallait faire ». C'est peut-être là l'essence même de son héritage. Un engagement sans vantardise, un courage sans éloge, et la compréhension que l'histoire est façonnée non par ceux qui aspirent au souvenir, mais par ceux qui, dans les moments les plus difficiles, choisissent d'agir comme le devoir l'exige. Alors, que feriez-vous ? Nous vivons une époque de confort, de distraction et de choix. Rares sont ceux d'entre nous qui connaîtront ce que Francis Curie a vécu en ce matin d'hiver de 1944. Bien souvent, nous ne nous retrouvons pas face à des chars tandis que nos camarades en retraite se retournent et que le danger menace, laissant quelques instants pour forger notre caractère. Pourtant, l'histoire de Francis Curie pose une question qui transcende le champ de bataille. Que faire quand personne ne nous dit quoi faire ? Quand il est plus simple de fuir, mais que la situation exige de rester sur place. Curie n'a pas retardé l'avancée des chars parce qu'il était un soldat exceptionnellement entraîné ou intrépide. Il a tenu bon parce qu'il a fait un choix. C'est cette décision qui mérite d'être commémorée. Nous traversons tous de tels moments, même sans fusil ni roquettes, mais chargés de responsabilités, de risques, sans spectateurs, sans éloges ni assurance. Des moments où il faut prendre les choses en main et où il n'y a que soi. La position suicidaire de Curie n'était pas seulement une stratégie sur le champ de bataille. Elle symbolisait un choix, un témoignage de courage personnel. Ce récit symbolise chaque choix qui paraît désespéré, risqué ou irréalisable, mais qui s'impose. Sa force réside non seulement dans l'ampleur de ses actes, mais aussi dans la simplicité de son raisonnement. Il remarqua 5 soldats blessés derrière lui, tandis que les chars allemands se profilaient à l'horizon. Ne réalisant pas l'arrivée de renforts, il résolut de rester sur place. Le courage est souvent perçu comme exubérant, spectaculaire ou dramatique. Cependant, il peut aussi ressembler à celui d'un soldat de 19 ans accroupi dans la neige, brandissant un bazooka d'occasion, conscient de sa mort imminente, mais choisissant néanmoins de tirer. Un tel courage incarne un caractère. Ce récit est important non seulement pour les étudiants en guerre, mais aussi pour quiconque s'interroge sur l'impact que peut avoir un seul individu. Le relais vous est désormais passé si vous aviez été dans cette usine. Avec 5 vies en jeu, face à la perspective de la mort, conscient de l'inanité de vos chances, seriez-vous resté ? Auriez-vous lutté ? Auriez-vous choisi la voie de l'autodestruction ? Qu'est-ce qui vous a stupéfait ? Comment auriez-vous réagi face à la situation difficile de Francis Curie ? Partagez vos réflexions ci-dessous
car ce sont souvent les récits discrets qui font écho aux enseignements les plus forts. Et parfois, ce sont les décisions discrètes, celles que personne ne voit, qui façonnent l'histoire.